été convaincu par ton discours. Donc, je propose que vous enchaîniez. Et donc, on va retrouver Carole Omselem. On a beaucoup parlé de formation, on a commencé à parler de formation à distance depuis hier. Et donc, Carole va nous aider à rendre nos formations à distance plus efficaces, plus interactives, plus dynamiques. Merci Carole, on t'écoute. Mais bien sûr. Bonjour à tous. Alors, une formation à distance pour quelqu'un qui, comme moi, aime le présentiel, vous imaginez que c'était un challenge. Mais je me suis dit, bien sûr, Carole, accepte, ça peut être intéressant. Tu vas donc t'élever, tu vas progresser dans tes connaissances sur cette pédagogie distancielle. Et puis après, j'ai vu les objectifs fixés. Je me suis dit, ils veulent que je fasse un DU. Il y a tellement d'objectifs que ça, c'était pas possible. Et puis après, j'ai vu le programme et je passais derrière Tardif et derrière vous, monsieur. Et là, j'ai pleine conscience de votre présence multiple. Et il va falloir que je me lance, alors j'y vais, tant pis, c'est comme ça. En tout cas, moi, ici, je dois vous parler de l'apprentissage à distance. Et en préambule, je voudrais quand même souligner quelques petites choses qui se sont passées pendant ces 2 ans pendant lesquels on ne s'est pas vus, sauf à distance, pendant notre journée et notre webinaire. En tout cas, le numérique, il a eu un sacré coup de pouce avec cette crise. D'abord, il a permis quand même de montrer à quel point nous avons eu au niveau des CESU les capacités d'adaptation pour créer, pour innover, pour oser d'autres choses que ce qu'on faisait d'habitude. Et alors au CESU, oui, mais dans l'enseignement supérieur aussi, dans l'enseignement scolaire évidemment, mais quand même, on a quand même été fort de pouvoir finalement nous adapter. Et puis, ça a permis aussi de pouvoir identifier, de remédier à certaines fractures numériques qu'on a pu constater chez certains de nos étudiants et aussi dans certaines de nos institutions. Mais aussi, on a pu aussi dire qu'enseigner à distance, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas parce qu'il faut pouvoir utiliser et donc s'approprier des technologies et des techniques du distanciel qui n'étaient pas forcément très connues de nous tous. Il a fallu aussi préparer, adapter, organiser les activités d'apprentissage. Et ça, on va voir quand même que heureusement qu'on avait des conducteurs pédagogiques qui nous ont permis peut-être aussi de partir de bases solides et du coup, qui nous ont permis de déterminer quelles étaient les durées, savoir si on travaillait seul ou en groupe. Et tout ça, c'était quand même hyper intéressant. Et puis, finalement, enseigner à distance, c'est aussi interagir, c'est découvrir une nouvelle façon de pouvoir avoir une interactivité avec nos étudiants. Et ça, vraiment, cette mission de guider, de conseiller, de faciliter, de contrôler, on va voir à quel point c'est important, mais ça fait partie des fondamentaux. Et puis, nous, en tant qu'enseignants, il a quand même fallu s'habituer à une nouvelle posture d'enseignant, alors qu'on avait l'habitude de les avoir en face. On les avait à distance, et comment est-ce que nous, on a trouvé notre nouvelle posture d'enseignant distanciel. Alors là, moi, le challenge que j'ai aujourd'hui, c'est de ne parler que de la distance. Vous imaginez bien que j'aurais préféré vous parler de pédagogie hybride, de la distance et du présentiel, mais là, moi, je vais vous parler que de la distancielle. C'est compliqué. Dernier point, en tout cas, et dernier point de ce préambule, c'est que nous, il a fallu qu'on apprenne, mais les apprenants, les étudiants ont aussi dû apprendre à utiliser cette nouvelle technologie et cette nouvelle technique pédagogique du distanciel. Et que du coup, notre apprentissage commun a fait de belles choses. On l'a vu et vous avez pu le voir aussi sur le site de l'ANSESU, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites justement pour nous aider à tout ça. Ce préambule passé, je me suis dit, mais dans tout ce cataclysme qu'a été l'apprentissage distanciel, finalement, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir ? Eh bien, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux et partir du préexistant, et que vous allez voir qu'avec le distanciel, il n'y a pas grand-chose qui change de nos principes pédagogiques, et que tout est lié à nos intentions et à nos objectifs pédagogiques, que tout est lié aussi aux vrais principes de la pédagogie active qui est essentiellement centré sur l'apprenant. Et finalement, c'est ça qui va faire le lit de ce qu'est l'apprentissage distanciel. Alors même si tout ça s'imbrique, et on le sait avec ce que peut nous dire M. Tardif par rapport à contextualiser, décontextualiser, recontextualiser, on sait bien que tout ça s'imbrique, je sais, Jacques, ne froncez pas les sourcils.
Mais en tout cas, les principes, c'est de tenir compte des connaissances antérieures et des méconnaissances antérieures, d'établir des liens entre les savoirs nouveaux et les savoirs antérieurs pour que tout ça s'ancre dans finalement ce que va devenir l'étudiant à part entière, l'étudiant unique, l'homme unique qu'il va devenir, comment ça va s'incrémenter dans la façon dont il a de se créer, de se former lui-même en tant qu'individu. Et puis favoriser le transfert, nous, en situation clinique, il va falloir qu'on favorise tout ça pour une chose, maintenir la motivation de nos étudiants. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, un des principes de l'enseignement distanciel, c'est d'alterner des activités du travail individuel, et décidément, d'alterner un travail individuel et un travail de groupe. Alors, les objectifs du travail de groupe, c'est évidemment favoriser le socio-constructivisme. Ça, on le voit bien, on le fait en présentiel, mais en distanciel, ça existe. Et on va ensemble évoquer des pistes, mais que vous avez déjà trouvées, puisqu'on est là maintenant au bout de cet apprentissage distanciel. En tout cas, on espère ne pas y revenir complètement et totalement. En tout cas, donc favoriser le socio-constructivisme, développer et conscientiser le fait qu'on puisse apprendre ensemble et que le travail collaboratif, il est important pour apprendre, il est important dans le soin. Et ça, déjà, c'est important et le travail de groupe nous permet de le faire. Faciliter le travail interdisciplinaire, ça, c'est évident, et le travail interprofessionnel, évidemment. C'est évident qu'on a un principe, c'est d'apprendre ensemble pour travailler ensemble après. Et le distanciel ne doit pas nous séparer de ça parce que, justement, on peut aussi y parvenir. Enfin, construire et conserver le lien social, ça, c'est indispensable, on l'a bien vu dans la façon dont on a vécu et comment ont vécu les étudiants cette distanciation, les travaux de groupe, en tout cas en distanciel, permettent de le faire. Et puis, évidemment, avoir du travail personnel, parce que finalement, quand on a commencé à apprendre des choses qui nous déstabilisent dans notre zone, on devient finalement un peu inconfortable par rapport à ces nouveautés qu'on nous apporte, il faut pouvoir avoir le temps, tranquillement, de se restabiliser, de faire le point sur nos nouveaux apprentissages et retrouver une zone de confort en se disant, voilà, là, j'en suis là de mes compétences et ça, c'est plutôt bien. Et puis, favoriser le transfert d'informations vers la mémoire à long terme. Ça, c'est vraiment important et ça se fait seul. Ça ne se fait pas en groupe parce qu'il faut un peu avoir le temps de ça. Et enfin, s'autonomiser, c'est-à-dire discerner ce que moi, je vais acquérir comme compétences propres. Et c'est vraiment ce que vous disiez hier, Jacques, par rapport à devenir un homme en tant qu'exemplaire unique. Il y a ce que va nous permettre le groupe, il y a ce qui va nous permettre finalement d'appartenir à une communauté de soignants et donc avec un travail de groupe, mais il y a aussi ce qui va nous permettre de nous individualiser en tant qu'exemplaire unique. Et ça, des fois, c'est compliqué. Voilà, en tout cas, ça, c'est vraiment les principes. Alors, vous me direz, ouais, mais ça, c'est des beaux principes, c'est des principes qu'on avait en présentiel et c'est des principes qu'on peut avoir en distanciel. Pourquoi ? Parce que, finalement, il faut pouvoir varier les activités pédagogiques pour que nos activités pédagogiques soient en lien avec nos objectifs d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Qu'est-ce que je vais choisir, moi, en tant qu'enseignant, qui va me permettre d'atteindre cet objectif ? Et enfin, il va falloir rythmer ces différentes activités, et vous allez le voir après, pour effectivement maintenir une motivation. Et puis alors, je ne vais pas l'évoquer ici, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais finalement, le fait de varier les activités pédagogiques, ça va permettre aussi de correspondre à certains profils d'apprenants qu'on peut avoir aussi en groupe et dont on ne sait pas forcément qui ils sont quand on les a en face de nous. Alors, choisir l'activité adaptée aux objectifs d'apprentissage, c'est évident. Et ça ne peut se faire en distanciel que si on est très au clair sur le conducteur pédagogique qu'on va vouloir faire. Pourquoi est-ce que je vais alterner l'analyse d'une vidéo avec un tuto, avec une carte conceptuelle ? À quel moment je vais faire une évaluation qui va me permettre de savoir où en sont les apprentissages, et non pas où en est la formation que je suis en train de faire, mais où en sont les apprentissages des apprenants ? Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que je vais le faire seul ? Est-ce que je vais le faire en groupe ? Combien de temps je vais pouvoir donner à cet apprentissage, sachant qu'en distanciel, il vaut mieux que ce soit plutôt court. Attention quand même à ne pas transformer cette série d'activités, ce séquentiel pédagogique, ce conducteur pédagogique, en un espèce de syndrome de parc d'attractions, où on ferait tellement d'activités que finalement, on n'en connaît plus vraiment la finalité. C'est quoi nos objectifs, notre intention pédagogique ?
C'est un leitmotiv qu'on doit avoir, y compris en distanciel. Et ce distanciel, finalement, et le choix des activités, ça nous permet certes de rythmer un apprentissage, ça nous permet de maintenir une motivation, ça permet aussi aux étudiants, si on a réussi à faire un chrono qui est assez sympathique, finalement de percevoir. Il faut aussi que l'apprenant puisse percevoir l'intérêt qu'il a à réaliser l'activité qu'on lui donne, et aussi qu'on lui permette d'avoir une capacité à déterminer qu'il est capable de le réussir. Ça, c'est la première des choses. Et puis enfin, c'est quand même le distanciel, c'est que dans la motivation, ça lui permet de maîtriser son apprentissage, d'avoir le temps de se dire, c'est maintenant que je vais le faire à minuit, je veux le faire à 2h du mat, ou je veux le faire à 8h du matin. C'est lui qui choisit. Le seul truc qu'il ne choisit pas, c'est le moment où nous, on a décidé de pouvoir avoir un rendez-vous pédagogique avec eux et de pouvoir faire un travail en synchrone avec eux ou avec un groupe. Ça, par contre, lui, il ne choisit pas. Et donc, si on en est aussi dans ces principes, c'est de se dire, OK, il y a et ce que vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, Jacques, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas là pour évaluer la formation, on ne les a pas en face de nous pour regarder leur mimique et savoir comment où ils en sont, ou s'ils ont compris, pas compris. Et donc, il va falloir qu'on anticipe les zones de temps où on va devoir faire des évaluations. Ces évaluations, elles sont là pour motiver les étudiants, effectivement, à continuer à performer. Elles vont être là pour fournir de la rétroaction à l'étudiant. Voilà où j'en suis de mon apprentissage par rapport à ce thème-là. Ça va nous permettre de vérifier aussi la compréhension, parce qu'il va falloir qu'on crée des évaluations qui nous permettent de savoir si oui ou non les étudiants ils ont finalement compris ce à quoi on s'attendait. On les a plus en face, il va bien falloir trouver d'autres solutions. Identifier les forces et les faiblesses. Parfois, on va même pouvoir individualiser certains parcours avec des étudiants. Et de temps en temps, ça nous permet de certifier. Et ça nous concerne moins, en tout cas, en ce qui concerne les soins d'urgence. À quel moment on va le faire? C'est important. À quel moment je vais rythmer mon conducteur pédagogique de distanciel pour pouvoir faire ce genre de choses? Alors, évaluer avec quelle technique? Mais alors là, on a un choix énorme. Ça dépend ce qu'on veut évaluer. Alors, est-ce qu'on veut faire une évaluation individuelle? Est-ce qu'on veut faire une évaluation en groupe? Est-ce qu'on veut les mettre ensemble pour qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'on veut le faire en synchrone, en asynchrone? Est-ce qu'on veut faire les deux? Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique? Alors, tout est possible. Les quiz, les crocs, les appariements, les cascades. Moi, je veux faire un glisser-déposer. Alors là, par exemple, j'ai une évaluation de médecine de catastrophe. Où est-ce que je vais mettre mon PMA? Où est-ce que je vais mettre ma zone de tri? Et tout est possible. L'essentiel, c'est d'y passer du temps et de pouvoir le construire. Et d'avoir les bons outils, finalement, de pouvoir créer des choses qui sont intéressantes. Cette évaluation, elle peut être faite par l'étudiant en auto-évaluation, par l'enseignant, mais elle peut être faite aussi par les autres. Encore faut-il qu'on prévienne les étudiants de cela. Ça peut être fait par nous, à distance, mais ça peut être fait aussi par un logiciel, pour des corrections de quiz, de QCM ou de tests de concordance de script. Ça peut être intéressant. Enfin, dans les principes, et ça c'est un des fondamentaux de tout ce qui peut être, l'apprentissage à distance, c'est qu'un apprentissage à distance, il ne peut se concevoir que si derrière il y a un accompagnement, il y a un tutorat qu'on va mettre en place pendant la séquence, qu'on va mettre aussi en place pendant le cursus, pendant ces années-là, où on a été obligé de le faire à distance cette année, parce que ça me paraît tellement long. Il n'y a pas de distanciel sans accompagnement, parce que sinon, les étudiants sont seuls, isolés, et on ne peut pas apprendre seul et isolé quand on n'a pas quelqu'un qui peut aussi nous guider pour le faire, et ça, c'est le rôle de l'enseignant. Développer l'autonomie à accomplir... Alors, guider, c'est aussi développer l'autonomie à accomplir finalement les exercices qu'on a bien voulu leur donner, les aider à comprendre quel est le déroulé qu'ils vont pouvoir suivre, comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir des rendus de travaux, est-ce qu'il va y avoir des travaux de groupe, comment est-ce qu'on va alterner, sur quoi ils doivent nous rendre les travaux. Il faut les accompagner sur cette partie-là, juste de la réalisation de l'exercice, mais il faut aussi pouvoir leur dire, voilà, il va y avoir un chat. Et ce chat, j'ai déterminé qu'il allait se passer à main levée ou alors par écrit. Et ça va nous permettre aussi à ce moment-là de pouvoir identifier finalement ceux qui décrochent parce qu'ils ne se connectent pas, ils ne posent pas de questions, ils ne participent pas. Ça permet de regarder un petit peu, ça enrichit, ça met une synergie dans l'apprentissage.
Et du coup, le choix de réaliser un chat, c'est aussi un choix pédagogique, parce que c'est le bon moment de le faire, parce que ça va me permettre de voir un petit peu quelles sont les questions posées et voir s'il n'y a pas des gens qui sont un peu en retard par rapport à tout ce qu'on a fait. Donc ça, c'est vraiment important. Le tutorage, l'étayage, on en a déjà parlé, je ne vais pas faire genre celle qui radote, mais en tout cas, c'est vraiment important pour le soutien social et relationnel qu'on peut avoir. Parce qu'un étudiant, et ça, j'en reparlerai sur les MOOCs, un étudiant qui n'est pas accompagné, c'est un étudiant qui peut décrocher. On en a un petit peu parlé, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, vous me direz, oui, tout ça, c'est bien. Ça, mais et les soins d'urgence, alors? Les soins d'urgence, on va se poser la question. Est-ce qu'on peut toujours faire de la pédagogie de découverte? Est-ce que finalement, le distanciel nous permet de construire un raisonnement? Et puis les gestes, c'est quand même pas anodin, on fait de la médecine d'urgence. C'est tout ça, et en plus, il y a de la technique, il y a du geste. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, effectivement, en distanciel? Et enfin, dans le travail qu'on a en équipe, comment est-ce que j'apprends à travailler avec l'autre, alors que de toute façon, l'autre, il n'est pas à côté de moi? Et ça peut être un problème. En gardant toujours en tête qu'on a des principes, contextualisation, socio-constructivisme et évaluation formative. Toujours en tête. Alors, l'apprentissage du raisonnement, on a vu que dans nos GSU, on était 12 à 15 si on est 2 formateurs. Le distanciel, ce n'est pas 12 à 15. Il n'y a pas de travail de groupe si on est à 12 à 15. Ce qui est préconisé, c'est d'être 4 à 6. Ça veut dire que déjà, dans l'adaptation qu'on doit faire pour les GSU, il faut qu'on sépare les groupes en 2 et prévoir 2 travaux de groupe qui peuvent être contributifs, qui peuvent être synergiques, qui peuvent être les mêmes. C'est à vous de choisir, c'est à vous de savoir. Et puis, est-ce que ces groupes, c'est des groupes qui sont choisis? Est-ce que vous allez mélanger un aide-soin, un infirmier, un élève aide-soin, un élève infirmier, un élève qui est en médecine, etc. Est-ce que vous choisissez de les faire ensemble, de les faire séparément? Finalement, c'est vous qui pouvez constituer vos groupes aussi, et ça, c'est une grande richesse. Alors, l'apprentissage du raisonnement, il peut se faire déjà avec des vignettes cliniques. On va aller du plus simple au plus compliqué, et encore. Mais n'oublions pas les vignettes cliniques, c'est quand même le niveau 1 de la simulation. Et ça permet bien de contextualiser, de permettre à tout le monde de réfléchir sur une même problématique et de trouver des solutions ensemble. Donc la vignette clinique, en distanciel, elle a vraiment son intérêt. Alors, évidemment, la place de la vidéo et des tutoriels, on l'a bien vu avec tout ce qui a été mis en place au niveau de l'ANSESU, avec la liste des tutoriels qui ont pu être mis en place et la façon dont ça a été rédigé. Évidemment que les cas cliniques vidéo, ça peut être intéressant. Parce qu'on peut raisonner seul, on peut raisonner en groupe, et il faut vraiment pouvoir favoriser il faut pouvoir entraîner des conflits socio-cognitifs autour de prise en charge pour qu'on puisse apprendre à travailler ensemble. Et c'est là que vous intervenez, Quentin. C'est là que vous appuyez sur le bouton pour moi parce que je ne peux pas. Et du coup, il peut très bien y avoir des cas cliniques qui sont faits en vidéo où on a effectivement une présentation de qui est présent. Vous êtes aide-soin, vous êtes infirmière. Et comment est-ce que vous allez pouvoir faire? Là, il y a un patient qui sonne, alors hop, on y va, on prend en charge. Et puis du coup, un peu de suspense, on ouvre la porte et sur quoi on tombe? Et ben, Monsieur Noël, vous avez sonné? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je me sens pas bien, j'ai mal. J'ai l'impression que je vais mourir. Oh, ça va pas. On n'est pas tous acteurs. Hein. Et là, on peut poser des questions. On fait un arrêt sur image. On a vous étiez en train de faire un effort, quelque chose de particulier? Rien du tout, c'est arrivé brutalement d'un seul coup comme ça. Bon, reposez-vous, faites pas d'effort, il y a ma collègue qui va arriver. Et là, on peut favoriser justement ce travail en équipe et faire réfléchir les gens sur comment est-ce qu'on va travailler. Merci Quentin. Donc vous voyez, tout ça est peut-être d'une richesse incroyable et on s'est tous approprié ces outils nouveaux à distance pour pouvoir faire travailler les gens et justement faire de telle sorte qu'ils puissent aussi apprendre ensemble. Enfin, quelle est la place des MOOCs ? On a bien vu qu'il y avait des choses qui avaient été faites pendant cette crise Covid et qui étaient vraiment hyper intéressantes, particulièrement le MOOC dont j'ai pris l'exemple aujourd'hui, qui a été primé au trophée francilien de l'innovation numérique dans le supérieur. Pardon. Et donc, les MOOCs sont vraiment des outils qui peuvent être intéressants à distance. Mais attention, les MOOCs, il y a... La question qu'il faut se poser avec les MOOCs,
c'est quoi l'accompagnement qu'on va faire derrière? C'est quoi l'accompagnement derrière? C'est quoi le tutorat qu'on peut mettre en place derrière? Et en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas derrière mettre ensemble des étudiants qui vont réfléchir et qui vont évoquer ensemble les problématiques qu'ils ont eues à résoudre certains cas, puisque dans ce MOOC, il y avait aussi des cas particuliers. Hier, j'ai eu l'occasion d'entendre M. Poncin de Créteil, qui a écrit un livre sur l'apprentissage distanciel, qui disait « Attention, dans les MOOCs, les taux de complétude, c'est-à-dire les gens qui vont jusqu'au bout de leur MOOC, c'est de l'ordre de 10 à 15%. » Moi, ça m'a un peu effrayée. Je me suis dit, décidément, c'est quand même pas la panacée. C'est pas la panacée parce que derrière, on n'a pas instauré quelque chose qui permette le suivi, l'encadrement, le tutorat et qui emmène... C'est la preuve que seul, on ne peut pas y arriver, qu'on a besoin de cet étayage-là. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai encore un peu de temps? Super. Alors, c'est quoi la place des serious games et de la réalité virtuelle? Alors, ça, c'est intéressant. Ça a pris beaucoup d'espace. Il y a eu beaucoup d'engouement par rapport à ça. Il faut quand même se poser les bonnes questions. C'est quoi l'intérêt pédagogique? À quel moment je vais l'utiliser? Qu'est-ce que ça me permet de travailler? Et puis derrière, quand on fait quelque chose comme ça, alors il y a plein de choses qui ont été écrites là-dessus. Et puis Paris a même fait une étude sur son propre serious game. Finalement, c'est quoi la rentabilité du temps passé à faire des serious games et qu'est-ce que ça nous apporte vraiment au niveau finalement de notre procédure? Ça nous apporte sur la procédure. C'est-à-dire que ça nous apporte pour réviser quelque chose qui est effectivement assez catégorisé. Parce que c'est un peu encore, mais ça va se développer parce que finalement c'est intéressant, parce que c'est quand même encore un peu binaire. C'est comme ça que je peux faire et finalement ça laisse... Est-ce que ça laisse vraiment beaucoup de place au raisonnement individuel? Voilà. Et donc c'est... Oh, j'ai fini? Ah non, parce que j'avais... Pardon. Merci Quentin. Et donc, je pensais que j'avais été coupée. Et donc, quelle est la place du serious game et de la réalité virtuelle? Il y a une place, il faut juste trouver la bonne place, et en tout cas, peut-être que ça a un intérêt sur des procédures qui sont très codifiées. Enfin, et ça c'est un point important, parce que ça l'est important en présentiel et ça l'est tout autant en distanciel, vous allez dire que je radote, mais c'est fondamental de pouvoir faire des synthèses. Voilà où on en est, voilà ce qu'on a appris, voilà sur quoi on va s'arrêter et voilà vers quoi on va aller. Et donc ça, c'est vraiment important. Ça peut se faire en asynchrone, alors avec des diaporamas sonorisés comme on a pu le faire, avec des vidéos incrémentées comme on a vu sur le site de l'Ancesu et comme on a pu créer. On peut aussi donner un article professionnel, Princeps, qui nous paraît, nous, en tant qu'experts, intéressant sur le sujet. Et puis en asynchrone. En synchrone. Parce que le synchrone, c'est indispensable pour faire des synthèses, pour identifier certaines problématiques que peuvent avoir les étudiants. Le distanciel n'empêche pas le tutorat, et c'est vraiment important, avec la plateforme que vous voulez. Hein. Il y a Zoom, il y a Teams, il y a Adobe, il y en a plein. Enfin, après, libre choix, voilà. Et puis, on l'a déjà évoqué, je voudrais juste vous dire que l'évaluation qui peut être faite, elle peut être aussi rythmée. Elle peut être faite en gestes et soins d'urgence avec des vidéos, des stop and go, des choses comme ça. Elles peuvent être faites aussi avec des glissés déposés ou avec des sélections qu'on peut faire par informatique. Alors là, c'est des exemples que nous, on a pu faire en médecine de catastrophe. C'est-à-dire que vous avez quelques minutes pour aller en renfort, choisissez votre habillage qui va viser à vous protéger. Alors tous les groupes, c'est ce que je vous disais, ne travaillent pas forcément sur les mêmes choses. Mais ça peut être ce genre de situation qui va rythmer l'évaluation. Elle est là pour rythmer les apprentissages. Elle est là pour faire des mises au point et pour que nous, en tant qu'enseignants, on vérifie bien que la progression du groupe, elle soit homogène et qu'on ne laisse pas derrière des gens à la ramasse et qui ne suivent pas les choses. Alors, je vais un peu vite, mais les objectifs étaient hard. En tout cas, à ce stade-là de notre présentation, je pense que vous avez bien compris que l'apprentissage d'un raisonnement, c'était une construction de raisonnement et que ça nécessite un accompagnement. Cet accompagnement, il fait partie finalement de cette pédagogie personnalisée qu'on pourrait faire quand on les a avec nous, mais qu'on doit faire nécessairement, effectivement, le plus possible quand on est à distance,
parce qu'à distance, les étudiants sont bien plus fragilisés, et ça, il ne faut pas l'oublier. Enfin, l'apprentissage d'un geste à distance. Alors, moi, j'aurais un rêve. C'est vrai que c'est très à la mode d'avoir des dreams. C'est que chaque étudiant possède un mannequin qui permette de s'auto-évaluer à la maison. C'est que chaque étudiant ait des outils d'apprentissage connectés et puis qu'il puisse s'entraîner avec des retours haptiques, avec des Oculus, etc. Alors ça, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est pour ça que l'apprentissage d'un geste à distance, aujourd'hui, ça n'existe pas. Par contre, ça peut vraiment le préparer. Ça peut préparer, c'est-à-dire anticiper le présentiel avec une préparation mentale, et on va voir que la préparation mentale, elle nous a appris beaucoup des sportifs et on peut l'utiliser. Et puis, ça va nous permettre aussi de réviser, de maintenir à flot des compétences. Parce que quand on va effectivement voir des vidéos, ça va nous faire activer nos petits neurones, et ça, c'est plutôt bien. Alors, l'utilisation des tutoriels et des vidéos, évidemment que c'est important. Alors, notre équipe, elle avait travaillé il y a de ça quelques temps, et vous l'aviez peut-être vu, sur la reproduction d'un nouveau geste. C'est-à-dire qu'on a appris par des vidéos, juste par des vidéos, par exemple à la ventilation artificielle. Et puis, on a testé à 4 mois de savoir finalement si le tuto seul permettait aux gens d'être efficaces, etc. Eh bien oui, à 4 mois, entre 40 à 70 personnes des gens qui avaient été évalués étaient efficaces sur la ventilation manuelle. Donc le tuto, ça c'était un grand dilemme pour nous, enseignants. Si on n'a plus besoin de nous, on va rentrer à la maison. Et donc ça a été testé. On ne l'a jamais testé en simulation authentique. Alors on s'est dit, on va quand même le faire. Allez, on y va, on le teste. Et donc on a fait une étude comparative sur la pose du garrot avec des performances qu'on avait testées immédiatement et à 6 mois sur des mises en situation simulée authentiques avec des gens qui saignaient la rage, vraiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi? Que dans ces apprentissages qui étaient soit à distance, soit en présence, qu'il n'y avait pas de différence significative. On s'est dit, nous voilà retourner à la maison. C'est sûr, ça ne sert à rien de rester, on ne sert à rien. Eh bien non, on sert à quelque chose. On sert vraiment, parce que les étudiants, ils étaient beaucoup plus rassurés de pouvoir faire le geste juste avec le présentiel. Et ça, c'était vraiment important. Et si on doit servir qu'à ça, ma foi, ça, c'est hyper important, parce que les professionnels de demain, ils ont besoin d'être rassurés quant à la compétence à agir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, le tutoriel... Et on en a vu de qualité, vous l'avez vu sur l'Ancesu, qu'on a bien compris que les vidéos plus l'incrémentation d'images et des éléments clés, c'est supérieur à des images seules. Donc ça, vraiment, il ne faut pas s'en priver et les utiliser à bon escient. Il faut pouvoir les associer à des questionnaires de compréhension, à des questionnaires de raisonnement et à des questionnaires de décision pour que ça ne soit pas que juste une imitation d'un comportement et qu'on sache bien pourquoi est-ce qu'on fait les choses. C'est vraiment important de pouvoir associer le geste au raisonnement. Et vous verrez ça avec Pellaccia demain. Voilà. Et puis alors, finalement, ce qu'on n'a pas pu tester, c'est et en situation réelle. Et en situation réelle, ça donne quoi? Il faudrait le tester avec nos jeunes étudiants, infirmiers, aides-soins qui n'ont pas pu bénéficier finalement de tous les stages et qui arrivent là sur le marché, de savoir finalement où on en est. Alors, la place de la représentation mentale, et j'arrive vers la conclusion, je vous rassure, elle est importante. On l'a appris de la pratique sportive. C'est quoi la prédiction motrice? C'est-à-dire que le travail mental va améliorer la performance. Donc, on peut aussi travailler mentalement, et ça ne va pas complètement à l'encontre de ce que vous proposiez, monsieur, sur finalement la mentalisation, etc. On sait que chez les sportifs, le fait de mentaliser l'action, ça leur permet d'être plus performants. On l'a tous fait quand on part en extra-hospitalier, quand on va toquer à la porte d'un patient dans un box des urgences. On a tous mentalisé nos actions et comment on allait prendre en charge les patients. Ça existe, ça entraîne des performances qui sont supérieures et ça, c'est vraiment intéressant. On sait que la combinaison exercice pratique et mentalisation, ça améliore les performances. Est-ce que finalement, laisser un temps pendant les distanciels, les apprentissages distanciels, dans nos vidéos d'apprentissage, de dire maintenant, imaginez-vous dans votre service avec un patient qui brutalement perd connaissance devant vous, qu'est-ce que vous feriez? Mentalisez l'action que vous seriez à faire. On les projette dans une performance future. Et cette mentalisation, finalement, on ne peut pas la laisser faire aussi pendant ces périodes de distanciel? Je pense qu'on peut se poser la question. Et compte tenu de ce que vous avez dit, ça peut être effectivement augmenter notre performance.
J'ai passé très rapidement sur le travail collaboratif. Vous avez bien compris que si on travaille en groupe multipro à distance, eh ben, ça performe. Qu'on peut questionner sur une analyse de tâches à faire. Il y avait une étude qui avait été faite, qui était très très chouette par l'équipe de Strasbourg il y a quelques années, qui avait fait un travail remarquable avec Cécile Léman sur justement quelles sont les compétences des uns et des autres face à une situation d'urgence. Je vous engage à retravailler là-dessus, c'était vraiment hyper intéressant. Mais en tout cas, on peut développer les compétences qu'on a de la connaissance de l'autre dans l'apprentissage distanciel, parce qu'un jour, on travaillera ensemble et en présentiel. En conclusion, l'apprentissage distanciel, il faut clarifier ses intentions pédagogiques et les objectifs d'enseignement, les décliner par module, si possible, et pas trop long, associer vraiment des techniques de distanciel aux objectifs pédagogiques, à nos intentions pédagogiques, sans en faire une cavalcade de choses. Être au clair sur combien de temps ça va nous prendre, pour qui, pourquoi, quelles sont les ressources que je peux avoir, quelle est la place du synchrone et de l'asynchrone, combien j'ai de participants et quelles évaluations je vais pouvoir faire. Évidemment, moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, même si on est revenu à du présentiel, ce qu'on vient de vivre va nous permettre d'engendrer finalement des performances upgradées, parce qu'on va pouvoir proposer à nos étudiants, pour garder la mentalisation des actions de secours, finalement, des vidéos sur lesquelles ils vont pouvoir se ressourcer et réviser. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, et pour finir, j'ai bientôt fini. Enfin, et pour finir, l'apprentissage distanciel, pour maintenir l'attention, la motivation et permettre la progression, c'est vraiment l'interactivité qu'il peut y avoir entre le travail de groupe, le travail individuel, la pertinence des activités pédagogiques qui sont adaptées aux objectifs qu'on doit faire, toujours avoir des phases où les apprenants, surtout quand on les met en travaux de groupe, sont face à des situations qui sont professionnelles, qui sont contextualisées et qui leur permettront de se projeter dans leur avenir professionnel. Ça, c'est vraiment important. L'hybridation, elle est fondamentale. Et dans tout ça, quand même, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est, OK, l'apprentissage à distance, c'est possible. C'est possible aussi pour préparer un geste, mais qu'est-ce qu'on fait finalement de l'émotion? Et ça, j'avoue, je n'ai pas de réponse. Voilà.